Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Gouvernance et leadership des résultats. Pourquoi l'État doit être un excellent entrepreneur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Legacy Talk du ce 4 novembre 2023. À toutes et à tous, nous vous disons encore une fois, bienvenue. Bienvenue également à vous, coach. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. On vous sent un peu requinqué là. Je vais très bien. J'espère que nous allons faire une émission qui va édifier nos auditeurs. Coach, première question directement, si on doit aller droit au but. Pourquoi liez-vous gouvernance et leadership et quels peuvent être les résultats? Vous savez, moi j'entends des fois dire bonne gouvernance ou mauvaise gouvernance. Moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave que ça, c'est la non-gouvernance du tout. Vous savez, le genre de choses où, dans un espace bien déterminé, il ne se passe rien du tout ou rien de suffisamment important pour être en mesure de transformer la vie des gens. Okay. Et mais pour que vous soyez en mesure de transformer la vie des gens, pour que vous soyez en mesure de réellement gouverner un espace, il faut du leadership. Et vous savez, que vous soyez un leader de quelque nature que ce soit, la seule chose qui compte pour vous, ce sont les résultats. Les éléments qui transforment la vie des gens qui sont dans votre gouvernance. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler de gouvernance sans parler de leadership. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand on parle de leadership, on doit parler de la gouvernance. Et quand on parle de la gouvernance, on doit parler du leadership. Dites-nous pourquoi vous entendez, qu'est-ce que vous entendez par gouvernance et leadership des résultats en termes plus clairs pour nos téléspectateurs afin qu'ils comprennent eux aussi. Vous savez, vous pouvez être dans un espace bien déterminé et y travailler pendant 5 ans et laisser les gens dans la situation où vous les avez trouvés comme au départ. En ce moment-là, vous êtes un leader ou une gouvernance sans résultat. Et quelqu'un d'autre arrive dans le même espace, il arrive à transformer l'environnement, à créer des biens et services de qualité, à enrichir l'environnement et les hommes. Et c'est ce qu'on appelle les résultats. Et les résultats, ça peut être des infrastructures, ça peut être des services, ça peut être une élévation de la qualité de vie. Mais ça doit être des résultats. Mais vous savez, un résultat, il n'est résultat que quand il est mesurable. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on doit toujours avoir une gouvernance et un leadership des résultats parce que ça doit faire partie d'une convention, d'un contrat entre le leadership et la population, pour qu'on soit en mesure de savoir on s'est entendu sur quoi et quand on arrive à bout de chaîne, qu'est-ce qu'on a réalisé dans ce sur quoi on s'est entendu. Si on ne s'entend sur rien, c'est quand même difficile de démontrer si oui ou non on a bien travaillé. C'est pour ça que la gouvernance et le leadership des résultats présupposent qu'il y a un contrat de base entre les leaderships et les personnes gouvernées afin qu'on sache à quoi s'attendre. Est-ce une exigence purement publique ou on peut également vivre cette gouvernance, même en entreprise privée? En réalité, quand on parle de gouvernance, c'est la même chose que vous soyez dans la gouvernance publique ou vous soyez dans la gouvernance privée. Que vous soyez dans la gouvernance d'entreprise ou d'institution, d'organisation ou d'entité quelconque. La gouvernance, c'est la capacité à pouvoir faire fonctionner une machine organisationnelle pour atteindre des résultats bien précis. C'est imprimer son leadership sur ses équipes et les ressources qui vous sont mises à disposition pour être en mesure d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés, vous et les personnes que vous dirigez. Vous insistez sur la nécessité d'avoir un État entrepreneur, et vous dites même excellent entrepreneur. Pouvez-vous expliciter cette pensée-là? Très simple. Vous savez, lorsque vous êtes un État, vous êtes par définition entrepreneur. Un État, c'est une entité qui est censée organiser les différentes ressources. Les ressources naturelles, les ressources en infrastructure, les ressources humaines, pour être en mesure de développer un bien-être, un mieux-être. Et cela qu'on passe par le fait de créer des biens et des services pour que les gens vivent. Donc, par définition, l'État est un entrepreneur, même si par moment on peut le considérer comme un entrepreneur social. Mais vous savez, la richesse, à la différence de la pauvreté, c'est que cette dernière, elle est insolente.
la pauvreté vous envahit. Mais la richesse, il faut la créer avant de la distribuer. Et le partage de la richesse a un seul facteur, c'est le travail. Sinon, c'est du gaspillage et ça ne marche pas. Et pour moi, la prospérité, et la prospérité programmée, organisée, structurée, qui est le fait d'un État, ne peut l'être que d'un État entrepreneur. Un État qui structure des entités, qui créent des richesses pour que celles-ci soient partagées. Que cet État crée ses richesses de manière directe, partagée ou indirecte, mais l'État doit être un État entrepreneur. Sinon, c'est un État d'un endroit où il ne se passe rien du tout. En parlant de l'État, est-ce que vous faites exclusivement allusion au gouvernement central ou vous parlez aussi de la présidence de la République qui peut également être entrepreneur, de l'institution président de la République, justement? Figurez-vous qu'il y a dans ce pays un organe qui s'appelle DAIPEN, domaine agro-industriel pastoral, qui est lié à la présidence de la République. Ça sous-entend qu'en fait, même dans le subconscient de l'organisation congolaise, le chef de l'État doit être un exemple d'entrepreneuriat. Cette entité a été créée du temps de Mobutu déjà, attachée au chef de l'État. Je pense que c'est pour montrer l'impulsion. Ça veut dire qu'en fait, dans la volonté de l'organisation congolaise, le chef de l'État, l'entité président de la République, est une entité entreprenante. Et donc, il est important qu'on se rende compte que le DAIPEN et d'autres organisations qui tiennent au chef de l'État, les organisations entrepreneuriales, doivent être les excellents modèles de réussite. Il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas du tout. Le chef de l'État dispose de tous les cerveaux, les meilleurs du monde, les meilleurs du pays, dispose des ressources nécessaires pour être en mesure de faire de cette entité une entité modèle et de toutes les autres entités qui tiennent au chef de l'État. Maintenant, je voudrais quitter le chef de l'État, je voudrais aller beaucoup plus bas. Un gouverneur, un patron d'entité territoriale décentralisée, il doit être en mesure d'être un véritable entrepreneur. Je donne des exemples simples. Vous savez, aujourd'hui, le déchet est devenu une matière première. Et donc, on peut faire des industries autour du déchet. Le bien-être, les écoles, les hôpitaux, c'est devenu des biens commerciaux. Et nous y reviendrons si vous le désirez. Oui. La qualité d'une commune est fonction de l'offre qui est faite aux enfants et aux adultes, de l'environnement de vie. Et je pense qu'on peut créer des entreprises au niveau de la présidence de la République, au niveau du gouvernement central, mais également dans les entités territoriales décentralisées. Et dans un certain nombre de pays comme la France, on appelle ça des entreprises publiques locales. Ça veut dire qu'en fait, une commune peut avoir ses propres entreprises qui font une chose ou une autre en fonction des disponibilités qu'il y a, qui font ces choses seules ou en partenariat avec des privés. Vous faites référence aux entreprises publiques et vous dites que ce n'est pas le fait qu'elles appartiennent à l'État qui les mette en état de faillite. Qu'est-ce qui est à la base alors ? Je vais vous dire une chose, et on a tendance à faire penser ici que l'État est fatalement idiot, ou que l'État est fatalement incompétent, et que les entreprises publiques doivent absolument tomber en faillite. Ce n'est pas sérieux. Le simple fait que les entreprises... C'est le constat que nous avons au Congo. C'est le constat. Il y a des raisons pour ça. C'est des raisons éventuellement de moralité globale. Ça veut dire qu'en fait, l'État paye de l'argent pour prendre des billets chez SN Bruxelles, mais quand c'est une entreprise qui lui appartient, l'État a tendance à prélever des billets gratuitement sans payer. L'État paye de l'argent chez Vodafone, et Vodacom, et RTL et tous les autres. Dès qu'il s'agit d'une entité publique, consomme les services sans payer. Vous connaissez l'histoire des factures impayées de la SNEL et de la Régie des eaux. C'est un problème d'attitude, première chose. Deuxième chose, c'est aussi un problème de casting. Là où se trouvent les plus grands défis de l'État, on devrait mettre les talents les meilleurs, être en mesure de les motiver, être en mesure de les surveiller. Vous savez, avec simplement... Il faut d'abord les détecter avant bien sûr. Vous savez, avec simplement l'IGF, aujourd'hui, le comportement de toutes les entreprises publiques a changé. Elles payent les taxes, elles payent les salaires des plus petits avant de payer les salaires des grands, et elles s'arrangent pour être en mesure de faire les choses dans les règles de l'art. Ça sous-entend qu'en fait, si l'État est sérieux avec ce qu'il veut, et qu'il met les bonnes personnes, il met les bons systèmes, les entreprises publiques peuvent devenir des entreprises très profitables. Il n'est pas logique que la Gécamine ait été, toute entreprise publique, elle était un fleuron du cuivre et du cobalt, mais qu'aujourd'hui, ce soit une espèce de faillite, complètement. Une faillite honteuse, doublée de scandales. Et je pense simplement qu'il faut vraiment s'en étonner. Il n'est pas logique que nous ayons la MIBA, que nous ayons Sokimo, que nous ayons toutes ces entreprises qui sont
en faillite. Il n'est pas logique que l'ONATRA soit en faillite. Il n'est pas logique que la SNCC soit en faillite malgré la quantité d'argent qu'on y injecte. Et je pense que là-dessus, il faut simplement détecter le problème, être en mesure de le corriger, ou détecter les problèmes, être en mesure de les corriger et avancer. L'État doit avoir un devoir d'exemplarité en termes de réussite et de performance. Parlant d'entreprise publique, vous disiez hors micro que le service national doit être également une entreprise publique. Mais oui. À quelles conditions et pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le service national est en train de démontrer de manière assez claire qu'il peut jouer deux missions. La première mission qui est celle de la production. Et sur base de rien, le service national arrive à produire. Et deuxième chose, il construit. Le service national peut donc être considéré comme un producteur de bâtiments. À côté de ça, il y a une mission publique qui lui est concédée, qui est la mission de recycler et de reformer des citoyens. Et cette mission a le devoir d'être subventionnée. Et donc, le service national, de mon point de vue, devrait être mis dans une condition où sa rentabilité devient obligatoire, mais également qu'il soit en mesure de recevoir des subventions pour être en mesure d'accomplir la mission publique qui lui est concédée. Sinon, ce sera un tonneau de naraïde et en ce moment-là, on y mettra de l'argent sans savoir si oui ou non c'est rentable ou pas. Et donc, il est important de valoriser ce valeureux général Kassongo qui démontre de manière assez claire qu'avec des citoyens que l'on pouvait considérer comme des citoyens de seconde zone, on peut faire des citoyens de première qualité capables de produire, mais maintenant on doit être en mesure de considérer qu'on peut faire du service national une entreprise publique avec une mission sociale. Avez-vous des illustrations des entreprises publiques prospères ou des États particulièrement entrepreneurs? Vous parliez de l'Algérie, du Maroc, du Vietnam. Qu'en dites-vous exactement? Comment sont-ils arrivés à cet état-là? Je vais commencer par le Maroc. Lors du dernier forum agri-business qui a été organisé ici, conjointement par le ministère de l'Agriculture et des Finances, et qui a eu un grand succès avec énormément de participation, l'État congolais par la GECAMINE a signé un contrat avec l'OCP. C'est l'Office chérifien des phosphates. Le phosphate est un engrais. Cette grande société marocaine est présente dans 5 pays, dont la Côte d'Ivoire où ils viennent d'entrer en dernier. Et ils sont en train de signer ici pour venir ici. Mais l'Office chérifien, c'est une organisation publique, c'est une entreprise publique. Elle est hyper bien gérée, elle marche très bien, elle produit tellement d'engrais que maintenant le Maroc est devenu petit et cette société est en train de se répandre à travers le continent. C'est pour ça qu'elle est venue signer un contrat ici. Et donc, et je l'ai répété devant le Premier ministre, cette société qui était en train de signer un contrat était une entreprise publique. On peut être public et performant et aller au travers du monde. Il y a une société qui s'appelle Vietel au Vietnam. C'est la société de télécommunications. Elle appartient à l'armée vietnamienne. Et cette société marche très bien. Elle est tellement bien qu'elle est dans 6 pays. C'est devenu une multinationale. C'est pourtant une société qui est issue de l'armée. Je voudrais sauter l'Algérie, je vais aux États-Unis. Vous savez qu'Internet que nous utilisons aujourd'hui vient de l'armée américaine. Ça sous-entend qu'en fait, l'armée est censée être un centre d'intelligence. Les meilleurs ingénieurs en ponts et chaussées viennent de l'armée. C'est pour ça que quand il y a des missions difficiles, en cas de guerre ou en cas de catastrophe naturelle, l'armée est appelée en rescousse. Je voudrais revenir sur l'Algérie. Algérie. La grande partie de l'économie algérienne est entre les mains de l'armée. Comment ça s'explique? Mais c'est une volonté organisationnelle. Il n'y a pas plus discipliné, plus travailleurs que l'armée. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent travailler matin, midi, soir parce qu'ils sont sous le drapeau. Ils sont capables de produire des biens de qualité, en quantité voulue, aux normes, et être en mesure de les exporter. Ça sous-entend qu'en fait, au-delà de l'armée, l'État lui-même peut être un véritable investisseur et réussir. Je vous ai donné le cas du Vietnam, je vous ai donné le cas du Maroc, je vous ai donné le cas des États-Unis, et je voudrais revenir ici sur le Maroc. Pendant que nous, on a une 50aine d'entreprises publiques, le Maroc a plus de 2000. 2000. L'État marocain a plus de 2000 entreprises. Comment dire tout ça? Et vous voyez bien que, justement, il y a une grosse différence entrepreneuriale entre l'État congolais et l'État marocain, et les entreprises marocaines marchent bien. Et donc, vous posez la question de savoir comment on gouverne ce genre de choses. Et c'est très simple, on choisit les meilleurs d'entre les Marocains, on leur donne des responsabilités, on met en place des mécanismes de suivi et des objectifs à atteindre. Et ça marche. Et ça marche. Mais eu égard à tout cela, que répondez-vous à ceux qui disent que l'État doit rester dans son rôle des régulateurs? C'est des gens qui lisent des vieux livres et qui refusent de réfléchir. Et je pense simplement qu'il faudrait qu'ils se recyclent.
La plus grande économie du monde maintenant, c'est l'économie chinoise. Et aujourd'hui, quand vous regardez le grand nombre des grandes entreprises chinoises, ce sont des entreprises de l'État. Et donc, un État paresseux, un État qui ne peut pas tenir des budgets, qui ne peut pas tenir des délais, un État qui ne peut pas avoir de la discipline dans l'exécution, dans la création de la richesse, il a très peu de leçons à donner au privé. Et aujourd'hui, coincer l'État dans un rôle d'incompétent qui doit laisser le privé, qui est le seul capable de créer des richesses, c'est une véritable insulte pour commencer. Et deuxième, c'est totalement inacceptable. À côté de ça, il y a des choses que les privés ne font pas. Je donne un exemple simple. Nous sommes dans un pays où la bancarisation ne dépasse pas les 5%. Mais ça fait 20 ans que nous avons une embellie formidable avec le secteur financier, mais ils ne veulent pas aller là où c'est moins rentable. Et donc, il est important que ce soit le seul entrepreneur capable d'aller même là où il ne peut pas être rentable aujourd'hui. Et je peux vous le garantir, le seul entrepreneur capable de faire cela, c'est l'État. C'est l'État congolais. Et donc, il est important qu'il aille stimuler l'économie, quitte à pouvoir attirer les privés plus tard. La RDC est un pays voulu, décentralisé. Préconiserez-vous que les entités territoriales décentralisées créent elles-mêmes des entreprises? Est-ce que vous trouvez logique que nous ayons une desserte en électricité qui ne dépasse pas 15%? Simplement parce que pendant très longtemps, on avait le monopole de la SNEL. Et malheureusement, la SNEL ne pouvait pas se déployer partout. Et la SNEL était essentiellement urbaine. C'est pour ça que même quand elle achemine l'électricité d'ici jusqu'au Katanga, on traverse des villages et on ne les dessert pas parce que ça ne fait pas partie des missions de la SNEL. Mon point de vue, c'est que chaque province devrait avoir sa société ou ses sociétés de production et de distribution d'électricité. La même chose pour l'eau, il est déraisonnable de penser qu'on peut avoir la régie des eaux présente sur toute l'étendue de la République. Ça n'a pas de sens. On devrait avoir 500 petites entreprises de traitement, de distribution de l'eau. Je donne un autre exemple, c'est que aujourd'hui... Appartenant à l'État congolais. Appartenant à l'État congolais ou en partenariat public-privé, et c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et donc l'État devrait se dire qu'il n'a pas la possibilité de rendre des services aux citoyens, mais qu'il a l'obligation de rendre des services et des opportunités aux citoyens. Et dans ce cadre-là, il n'a pas le choix que de créer des entreprises pour être en mesure de s'organiser, pour créer de la richesse, être en mesure de pouvoir la partager au travers du travail. Parlons particulièrement du service ou du secteur financier. Pourquoi l'État s'investirait dans ce secteur? Pour la raison que je venais d'évoquer tout à l'heure, les banques n'arrivent pas à y aller parce que ça coûte trop cher. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ça devrait être la Poste pour le compte de l'État. Ça pouvait être une entité comme la Cadeco qui est en faillite malheureusement. Mais l'État doit pouvoir se restructurer pour aller à la rencontre de ses citoyens à qui il a le devoir de donner des services publics intelligents. Vous savez, s'il n'y a pas d'argent qui circule, si l'activité économique des hommes qui sont dans les ruraux, et ils représentent 70 à 80% de la population, n'est pas cartographiée, il est difficile de leur acheminer du crédit et donc les amener à une plus grande capacité de production et de commercialisation. Et donc, je pense qu'il est impérieux et impératif que l'État s'investisse dans les services financiers de base pour ces gens-là. Vous savez, quand on parle de inclusion financière, je dis, il n'y a pas d'inclusion financière sans inclusion économique, et vice-versa. Il n'y a pas d'inclusion économique sans inclusion financière. Il faut faire les deux, et le seul qui peut le faire pour l'instant, c'est l'État congolais. Mais je voudrais donner un autre élément. Aujourd'hui, c'est les assurances. Vous savez, si l'État ne fait rien, les seuls qui pourront constituer un espoir pour nous, ça peut être les télécommunications, qui pourraient en ce moment-là être incités à pouvoir offrir des micro-assurances qui pourraient permettre que certaines activités économiques soient stimulées. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien qui empêche à l'État de se donner une licence ou des licences spécifiques pour être en mesure d'aller là où personne ne va. On ne peut pas continuer à être un pays avec d'un côté l'urbain dans lequel nous dépensons tout l'argent de l'État et de l'autre côté la majorité rurale qui ne reçoit pas les bénéfices des services publics. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous avons les guerres que nous avons. Quand on dit 80 millions d'hectares de terres arables, elles sont toutes en milieu ruraux. Quand on dit 4 millions de terres irrigables, elles sont toutes dans les milieux ruraux. Quand on parle des minéraux et quand on parle des produits pétroliers, des puits pétroliers, je ne connais pas un seul puits qui est en ville. Tout ça est dans les milieux ruraux. Donc, il est important que nous soyons suffisamment
intelligents collectivement pour être en mesure de pouvoir mouiller la partie que nous avons longtemps abandonnée avec des initiatives, de l'argent et les personnes. Vous savez, si on commence à dépenser de l'argent et à structurer la finance dans les milieux ruraux, les gens vont aller suivre comme des abeilles cet argent. Et il est important que nous ayons la capacité de pouvoir mouvoir à la fois les finances et les personnes pour aller à la rencontre des besoins et des défis de développement. L'État a pris l'option de laisser les secteurs agroalimentaires dans les mains des privés. Vous dites que c'est faux, ce n'est pas exact. Et si c'était le cas, ce serait une faute très lourde. Oui, on a tendance à dire qu'il faut faire de l'agriculture une activité privée. Non, il faut faire de l'agriculture des entreprises sur toute la chaîne. De la recherche à la semence, de la semence à la culture, de la culture à la récolte, de la transformation à la logistique, jusqu'à la commercialisation. C'est plusieurs métiers. Mais rien n'empêche à l'État d'être un des entrepreneurs sur le chemin. Il n'y a absolument rien qui empêche l'État d'être un entrepreneur aux côtés des privés. Je le disais encore tout à l'heure, si vous laissez toute l'activité de l'agroalimentaire entre les mains des privés, le jour où ils ont tendance à vous tenir en dessous de la ceinture, vous ne savez même pas bouger. Et donc, il est important que l'État continue à devenir un partenaire efficace dans les différentes étapes de la chaîne agroalimentaire, afin à la fois d'être producteur, éventuellement régulateur, le cas échéant. Et là où les privés font bien, il n'y a pas de souci. Là où les privés ne sont pas, et lui, il peut être en mesure de pouvoir stimuler cela. Pourquoi, selon vous, tous les programmes de la Banque mondiale, du FMI, de l'Union européenne, avec le gouvernement, ont lamentablement échoué? Quelles sont les causes selon vous? Il y en a eu 47 entre 72 et aujourd'hui. 47, tous les programmes. Et le plus petit, c'est 250 millions de dollars. Ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était fait pour échouer. La graine de l'échec était semée à l'avance. C'est de l'argent que l'on dépensait, dont personne n'avait l'obligation de la rentabilité. Ce qui fait que la seule chose qui comptait, c'était de faire des rapports. Et c'est pour ça que les programmes en centaines de millions de dollars se terminaient et le lendemain, il n'y a même pas un véhicule, il n'y a même pas un tracteur, il n'y a même pas un ordinateur, et même pas une personne. Le dernier programme qui s'est arrêté, c'est Papakin, c'est la Banque mondiale, c'est une véritable catastrophe. L'échec de l'État, c'est Bukangalonzo, avec là-bas d'autres programmes comme le PEJAB qui est resté ici pendant 3-4 ans avec 30 millions de dollars sur un compte sur lequel on n'a pas dépensé un seul dollar. Je pense qu'il y a un gros problème. Aujourd'hui, en faisant de ces activités agricoles sur toute la chaîne des activités entrepreneuriales, ça sous-entend qu'il y a une obligation de résultat, il y a une obligation de performance, il y a une obligation de rentabilité. Et cette obligation, elle est valable pour les privés, elle est valable pour l'État, elle est valable pour des entités para-étatiques, dont par exemple le service national. Par exemple, le service national. On tend vers les 10% de financement des projets agricoles en RDC. Comment l'État peut-il orienter ces financements pour que ça puisse performer dans l'intérêt général? Regardez, si nous disons que notre budget est de 16 milliards, 10% c'est 1,6 milliard de dollars. Oui. Et si nous avons 1,6 milliard de dollars et que l'État congolais décide de ne pas intervenir de manière directe dans la production ou dans la chaîne de production, il reste qu'il faut trouver des mécanismes pour être en mesure de travailler. C'est là que je dis, l'État peut devenir un prestataire logistique de haute qualité, spécialement pour l'agriculture. L'État peut devenir la banque de l'agriculture. L'État peut devenir le financier des centres de recherche spécialisés pour résoudre des questions particulières. L'État peut devenir le partenaire des différents intervenant de la chaîne qui apporte de l'argent et éventuellement qui prend des parts dans l'entreprise. Et donc, il est tout à fait logique que l'État décide de comment il fait avec 1,6 milliard de dollars. Vous savez, pour faire une banque dans ce pays, c'est seulement 50 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, si l'État décide de prendre sur 1,6 milliard, 200 milliards, il aura la plus grande banque de ce pays. Et si cette plus grande banque de ce pays décide d'offrir des services spéciaux pour le secteur agricole, ça marche. Je peux dire aussi que je prends 100 millions de dollars et je commence une société spécialisée en assurance agricole. Et c'est de l'argent au risque de l'État pour être en mesure de créer des stimulants, pour être en mesure d'avoir, pour le public et pour les privés, la capacité de travailler correctement, être en mesure de produire. Ce que je voudrais dire, c'est que l'État peut également faire des subventions avec cet argent. Il peut subventionner les opérateurs privés pour que ceux-ci aient la capacité d'avoir une rentabilité même en ayant des prix abordables. Et donc l'État doit décider où est-ce qu'il met le carburant. L'argent, c'est le carburant de la
compétitivité et de la productivité. Mais si nous ne menons pas cette réflexion aujourd'hui, on va se retrouver avec de l'argent et on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Et regardez comment on a dépensé l'argent de l'État toutes les années antérieures. Le résultat est reconnu nul. Avant et après avoir donné des financements, il n'y a toujours pas d'amélioration. Et on l'a fait pendant 63 ans depuis que nous sommes indépendants. Il faut changer les choses. Et si je vous comprends bien, ça veut dire que l'État n'est pas forcément mauvais gestionnaire. Non, l'État n'est pas censé être mauvais gestionnaire. Si l'État était mauvais gestionnaire, pourquoi nous lui donnerions notre destin? Ouais. Il n'est pas logique de penser et de dire de l'État qu'il est mauvais gestionnaire et tout le destin du pays est entre ses mains. S'il est mauvais gestionnaire, il ne peut pas être bon gestionnaire pour les biens qui nous appartiennent à nous tous. L'État a la possibilité et surtout l'obligation d'être le meilleur gestionnaire. L'État a l'obligation d'être l'entité la plus performante. L'État a les moyens d'avoir tous les outils nécessaires pour être le meilleur entrepreneur possible, même si cela veut dire être un entrepreneur social ou être un entrepreneur politique. Et c'est un État qui fait des choses, un État qui transforme des vies, un État qui assume la compétitivité. Vous savez, il n'y a pas meilleur entrepreneuriat que l'entrepreneuriat militaire. Dans tous les pays du monde, les meilleurs logisticiens viennent de l'armée. Parce qu'on ne se trompe pas dans la logistique de la guerre. Et quand on l'a fait, la plupart d'officiers militaires, quand ils terminent leur carrière, ils se convertissent. Ils se convertissent les uns dans les secteurs de gardiennage, qui sont des métiers liés à la sécurité, d'autres dans le métier de logistique, d'autres dans la planification, parce que toutes les méthodes de planification qu'on en a appris à l'université, y compris la méthode PERT, c'est des entités qui nous viennent de l'armée. Et donc, il faut juste se dire que nous avons la capacité de changer le modèle économique, la perception. Je vais donner deux illustrations simples. Le chef de l'État dit tout le temps, nous allons avoir la couverture santé universelle, et on a tendance à dire que la maternité est gratuite et d'autres services vont être gratuits. Et on dit que l'enseignement primaire est gratuit, on va avoir la capacité d'aller jusqu'à l'école secondaire de manière gratuite. En réalité, c'est du langage politique. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tout ça n'est possible que lorsque une partie importante de la population contribue à une caisse commune qui amène à la solidarité. Et c'est cette solidarité qui permet que les générations aujourd'hui qui ont besoin d'étudier sont financées par l'argent de ceux qui travaillent déjà. Parce que les gens qui étudient, quand ils seront en mesure de travailler, ils contribueront pour les générations à venir. Et en ce qui concerne la santé, on ne tombe pas tous malades au même moment. Nous contribuons tous pour que, de manière intelligente, les gens soient en mesure d'être soignés au moment où ils tombent malades et qu'ils soient soignés de la meilleure façon qui puisse exister et pas de la capacité de leur poche. Et donc, si le chef de l'État me permettrait, moi, de lui suggérer des choses, c'est d'enlever le mot gratuit dans sa terminologie et de substituer cela par le fruit de la solidarité, prise en charge par l'État. Parce qu'en ce moment-là, les gens comprendraient. Vous savez, les gens n'ont pas beaucoup de respect pour ce qui est gratuit, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le dépenser. Ils peuvent le dépenser viablement ou non viablement. Et c'est pour ça qu'il est important de faire comprendre aux gens que même l'argent qu'on utilise pour que nous soyons en mesure d'assurer l'enseignement pris en charge par l'État, la santé prise en charge par l'État de qualité, c'est de l'argent que nous collectons de par le travail des gens. C'est pour ça que le premier ennemi d'une économie, c'est sa partie informelle. Il est important que nous ayons notre économie encadrée, organisée, structurée, afin que nous ayons la capacité de capter le peu d'argent que nous devons être en mesure de capter sur chacun de ces travailleurs pour être en mesure d'assurer les éléments de solidarité. C'est en l'occurrence l'enseignement, l'éducation, et bien entendu la santé, mais aussi ce qu'on appelle la protection sociale. Ça veut dire quand nous serons vieux, il faudra que nous soyons en mesure d'être pris en charge par l'État. Et ça constitue ce que l'on peut considérer comme étant l'épargne collective qui peut être utilisée pour être en mesure d'être injectée dans l'économie congolaise. Et plus il y a des gens qui travaillent formellement, plus il y a de l'argent pour structurer l'enseignement, plus il y a de l'argent pour structurer la santé, plus il y a de l'argent pour structurer les retraites. Mais c'est troublant quand même ce que vous dites. Gouverner sans entreprendre, le leadership, c'est celui de l'entrepreneuriat politique. Comment vous expliquez ça? Simple. Vous savez, lorsque on a des leaders politiques, ce qu'on attend d'eux, c'est de donner l'impulsion pour une véritable transformation de notre environnement, que l'on crée des richesses et que l'on crée des services
pour que les gens vivent mieux et qu'ils se retrouvent. L'obligation pour l'État, c'est surtout l'inclusion, mais aussi la capacité à ne laisser personne sur le côté. C'est pour ça que des personnes vivant avec un handicap sont stimulées à pouvoir travailler, mais dans des conditions spécialement organisées par l'État. C'est comme ça que les personnes non instruites bénéficient des centres de formation de base pour être en mesure d'être recyclés, pour améliorer leur compétitivité, pour qu'ils soient en mesure... Et ce genre de choses, la solidarité est organisée par l'État entrepreneur. Un État qui n'entreprend rien ne fera rien et nous serons dans une situation catastrophique parce que ce sera la jungle. Les plus forts vont mater les plus faibles. Et donc, encore une fois, l'État a l'obligation d'être cet entrepreneur qui plante le décor de la compétitivité inclusive. Et quand il le peut, quand il le doit, il est l'entrepreneur qui crée des entreprises, qui crée des richesses pour être en mesure d'absorber les personnes qui sont les moins nanties en termes de capacité naturelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est important qu'on se rende compte qu'en fait, un certain nombre d'initiatives, des fois, ne sont pas rentables au départ, et le seul entrepreneur qui peut se lancer, c'est l'État. Vous savez, lorsque vous parlez des routes, les routes sont des infrastructures dont on a tendance à dire qu'elles sont des infrastructures naturellement publiques. Non, toutes les autoroutes dans le monde sont privées. Mais vous savez, elles ont été privées parce que l'État a voulu qu'elles soient ainsi privées, parce que l'État, dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, le Canada, l'État n'avait pas l'argent pour être en mesure de les faire, et c'est pour ça qu'on les a rendues payantes. Et pour les rendre payantes, elles devenaient rentables, on a attiré des capitaux privés pour être en mesure de pouvoir, à côté de l'État, travailler. Vous savez, c'est seulement il y a une dizaine d'années que l'État français a commencé à se désengager d'un certain nombre de routes, en réalité, pour avoir de l'argent, pour investir dans d'autres éléments de compétitivité. Mais au Canada et aux États-Unis, encore une fois, l'État est encore propriétaire des autoroutes en partenariat avec des privés. Vous insistez sur la nécessité d'exemplarité de l'État, que l'État doit être le premier entrepreneur pour servir d'exemple au privé. Vous ne pouvez pas espérer enseigner l'entrepreneuriat en bavardant. Il faut à l'action. Il faut passer à l'action, il faut montrer clairement qu'on est capable d'entreprendre et de réussir. Alors seulement, vous pouvez demander à votre peuple de devenir des entrepreneurs. Si l'État est un État incompétent, il est quand même difficile qu'il stimule les citoyens compétents et capables d'entreprendre, y compris dans des conditions difficiles. Et c'est pour ça que dans un pays comme le nôtre, notre économie est tenue à toute la frustration du chef de l'État par des étrangers. Je n'ai absolument rien contre eux, mais c'est un fait et il faut le constater. Et quand l'État accepte de penser qu'il est fatalement mauvais gestionnaire, c'est un message inquiétant. Les bijoux de famille, les entreprises qui nous appartiennent à nous tous, doivent être tenues avec rigueur, avec performance. Il n'est pas logique que l'État, seul ou avec des partenaires, ne soit pas en mesure de s'assurer que ce qui nous appartient à nous tous est tenu de bonnes mains et dans des conditions correctes, dans des conditions de rentabilité et d'efficacité. Selon vous, tous les défis non rentables à court terme doivent appartenir à un seul entrepreneur. L'État. Il n'y a absolument pas, de doute. Là où les entrepreneurs privés ne veulent ou ne peuvent pas aller pour des raisons de rentabilité, l'État a l'obligation d'y injecter de l'argent pour être en mesure de démontrer clairement que c'est faisable. L'État, même s'il perd de l'argent, c'est l'argent qui nous appartient à nous tous. C'est pour ça qu'on parle des fois des projets non financièrement rentables, mais qui sont économiquement viables. Ça sous-entend qu'en fait, ça fait vivre les gens, ça entraîne les gens, mais dans 5-6 ans, les gens vont atteindre le niveau nécessaire pour être compétitifs et devenir rentables. Et aujourd'hui, l'État a l'obligation de stimuler l'économie partout où il y a des citoyens. Et je salue, en passant, le programme des 145 territoires, parce qu'il démontre de manière assez claire, justement, que même là où les privés ne peuvent pas aller, quand l'État veut qu'ils y aillent, l'État fait en sorte qu'on y aille. Je vais vous donner 2 indicateurs. Oui. Vous savez ce que coûte un sac de ciment au Sankourou? Il coûte $60. Le litre de carburant coûte $5. Qui ferait un projet dans un environnement comme ça? Impossible. Mais l'État peut être cet entrepreneur qui va braver les difficultés qu'il y a là-bas pour y arriver. Je vous donne un autre chiffre, c'est Chabunda. Chabunda, le PNUD y achemine du ciment par cargo. Le ciment y arrive à un coût complet de $120 le sac, qui coûte ici 9 à $10. Mais si on voulait attendre que les entreprises rentables
aille travailler à Chabunda pour mettre les ouvrages que l'État veut qu'on ait là-bas, ça ne marcherait jamais. Mais l'État est cet entrepreneur qui a l'obligation et le pouvoir de dire « je vais mettre de l'argent au prix que cela coûte pour être en mesure de servir les citoyens de Chabunda ». Je disais encore assez récemment dans une émission de télévision ou de radio, je ne me souviens plus très bien, qu'il était à la limite de la bêtise collective que de payer de l'argent pour subventionner le carburant à Kinshasa, où le carburant est à 1,5 maintenant, 1,6, alors que le carburant est à 5 $ au Sankou, et là-bas on ne subventionne pas, et l'État n'est même pas présent dans l'acheminement de ce genre de produits stratégiques. Et je pense simplement que l'État doit être un État qui est à égale distance de tous les citoyens. Et le chef de l'État dit développement à la base. Et si on l'écoute, on devrait se dire comment on fait pour créer des sociétés comme cette, mais en créer 20 pour être en mesure de pouvoir couvrir l'étendue de la République. Comment on fait pour ne pas avoir l'OVD qui est basé à Kinshasa? Comment on fait pour avoir des OVD dans chaque territoire capable de s'occuper des problèmes locaux? Comment faisons-nous pour nous assurer que nous ne dépensons pas de l'argent avec des véhicules qui s'abîment sur des routes de très mauvaise qualité pour que des privés et l'État soient en mesure de mettre de l'argent pour qu'on soit en mesure de créer des infrastructures de mobilité et être en mesure de convertir le coût de nos qualités en coût d'opportunité. Et je crois que toutes ces choses mises ensemble, l'État a aujourd'hui la capacité d'être suffisamment intelligent et démontrer aux théoriciens de la vieille garde que l'État congolais a la capacité et l'intelligence nécessaires pour devenir cet entrepreneur qui transforme. Le chef de l'État, hier, était en train de parler avec des jeunes entrepreneurs et vous sentez que la question de l'entrepreneuriat le tient à cœur. Sa volonté de créer des millionnaires et des milliardaires le tient à cœur et il a envie. Mais ça, encore une fois, c'est un processus rigoureux. C'est un processus vertueux et il faut être capable de faire fonctionner tous les instruments qui ont été mis en place pour donner des résultats. Et s'il n'y a pas la capacité de mesurer, on va se retrouver qu'à la fin, on a mis en place des instruments, on les a fait fonctionner, mais on les a tellement mal fait fonctionner, les uns tournant les dos aux autres, qu'on n'a pas de résultats. Et vous savez, les millionnaires, on ne les proclame pas, on les vit, on les voit. Vous savez, c'est très important de se rendre compte que... On les accompagne. Oui, on les accompagne. C'est pour ça qu'on met en place tout l'écosystème qu'il faut pour. Mais à côté de ça, il faut être en mesure, de manière rigoureuse, de suivre si les différents instruments qu'on a mis en place fonctionnent. OK? Et s'ils fonctionnent, est-ce qu'ils donnent les résultats pour lesquels nous avons décidé de les mettre en place? Sinon, on les modifie, on les adapte et on les fait avancer. Selon vous, l'État archaïque doit laisser place à l'État moderne, l'État entrepreneur, l'État innovant qui astreint à l'obligation des résultats. Dan, dans cette ville, si tu désires envoyer un courrier à l'autre bout de la rue, tu dois donner à quelqu'un dans ton bureau ici, tu lui donnes de l'argent pour qu'il achemine le courrier et qu'il te revienne avec un accusé de réception dans un cahier. Ah oui. Il existe ici une poste qui est en fait le service public de l'État qui est censé s'occuper de ce qu'on appelle le service public universel. Ça veut dire que quelqu'un soit à Mosokantanda, ou qu'il soit à Musumba, ou qu'il soit à Libengue, l'État est à égale distance de ce monsieur. Quand il veut avoir son passeport, ou quand l'État veut lui acheminer un courrier, ou quand il veut demander un document quelconque à l'État. Il n'est pas à venir à Kinshasa. Pas obligé d'aller loin. L'État est censé annuler les distances et l'élément de base, c'est la poste. La poste. Sans la poste, il n'y a pas d'État. Quand la poste est en faillite, l'État est en faillite. Nous avons des fois des choses du genre, jusqu'au sommet de l'État, on t'adresse un courrier. C'est 3 mois plus tard, quelqu'un t'appelle pour dire « il y a un courrier pour toi ici ». Tu dois donc envoyer quelqu'un pour aller récupérer un courrier que la primature ou un ministère t'a envoyé. Mais il y a un problème. 3 mois. Et ce que je veux dire ici, c'est que cet État archaïque qui s'occupait des choses de la manière la plus dépassée devrait se moderniser et devenir efficace dans l'acheminement du service public auprès du citoyen là où il est. Si l'État devient efficace, nous n'aurons plus le désordre que nous avons sur la route et les morts que nous avons sur la route de Matadi. Si l'État devient efficace, le coût des biens et services sera moindre que ce qu'il est aujourd'hui parce que nous payons le prix de la non-qualité. Le jour où l'État devient efficace et moderne, nous ne pourrons pas avoir du ciment qui nous vienne de l'Angola pour envahir le marché
congolais, nous allons être en mesure de produire avec une compétitivité qui nous permette d'avoir des prix faibles. Vous savez ce qui fait que le ciment soit plus cher ici qu'en Angola? C'est simplement parce que nous avons 3 ou 4 cimenteries à l'ouest qui ont été construites pour servir le grand projet de Yinga. Mais comme le projet de Yinga n'a pas démarré, ces 3 cimenteries fonctionnent à 30%. Et quand ils travaillent à 30%, les coûts de structure sont trop élevés. Si en Angola, eux, ils travaillent à full time, ça veut dire que leurs coûts sont beaucoup plus bas, leur prix de vente est beaucoup plus bas. Ils peuvent même décider de subventionner pour venir prélever les devises en République démocratique du Congo. Mais donc, nous devons être en mesure de nous dire, nous sommes en train d'aller dans la ZLECAf, nous sommes en train d'aller dans l'EAC, mais si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir la poubelle du travail des autres. Et donc, il est important que l'État devienne un État entrepreneur, capable de transformer son environnement, capable d'engendrer des activités économiques rentables pour être en mesure de stimuler les universités, stimuler les entreprises, stimuler les gens à devenir des véritables transformateurs de la communauté, des vrais producteurs des biens et des services. On aurait pu éviter cette question, mais vous insistez, les États-Unis et la Chine, qu'on nous pose en termes de modèle économique, sont des États entrepreneurs. Oui, on va vous dire que les États-Unis, c'est le libéralisme économique, et que la Chine est essentiellement socialiste. Mais quand vous regardez très bien, dans les deux cas, c'est des États entrepreneurs. Les États-Unis, aujourd'hui, détiennent des parts importantes dans la plupart des grandes entreprises. Depuis très longtemps que ces États-là sont entrepreneurs. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que la recherche au niveau de l'armée est parmi les recherches de pointe. Internet que nous utilisons aujourd'hui nous vient de l'armée et nous payons de l'argent pour Internet et l'argent, une partie de l'argent rentre encore à l'armée. Et je peux vous garantir qu'en termes de recherche dans la biotechnologie, l'armée américaine est encore à la pointe de la technologie. Et je peux encore vous garantir que la plupart d'entreprises universitaires qui sont aux États-Unis, Harvard et d'autres, c'est des machines à sous. Et pourtant, c'est des entreprises, c'est des universités publiques, et il faut être en mesure de se rendre compte. Et si on regarde ça, on se rend compte que Huawei et beaucoup d'autres entreprises comme ZTE, comme beaucoup d'autres entreprises chinoises, comme celles qui sont en train de travailler ici en République démocratique du Congo, dans le BTP, mais également dans le secteur minier, des entreprises publiques, on s'aperçoit que les États sont des entrepreneurs viables, que ce soit dans le secteur du libéralisme économique, et c'est le cas des États-Unis, ou celui de ce qu'on appelait hier le socialisme, le cas de la Chine. Mais en fait, la réalité, c'est que les deux théories n'existaient plus. Aujourd'hui, il existe des organisations économiques hybrides qui permettent aux différents États à la fois de s'assurer de la compétitivité de l'État public et privé, mais également de la compétitivité de la nation, et ce qui permet justement que les questions d'inclusion soient faites. Vous savez, entre un pauvre et un riche, celui qui peut faire plus de générosité en matière matérielle, à cœur égal, c'est le riche. Si on a le même bon cœur, l'un est pauvre et l'autre est riche, celui qui peut vraiment faire de l'impact, c'est celui qui a. Ça veut dire que l'État, s'il désire avoir la capacité d'intervenir dans la vie de tous les jours, il est important qu'il se constitue un État entrepreneur, État compétent, moderne, capable de saisir l'économie, la capter et mutualiser les moyens pour être en mesure d'intervenir sur des questions de solidarité. Mais pourquoi vous dites-vous que l'enseignement et la santé peuvent être des secteurs de rentabilité sans oublier les infrastructures de mobilité? Je vais commencer par les infrastructures de mobilité. Au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, toutes les autoroutes sont payantes. Toutes les autoroutes. En grande partie, ces autoroutes appartiennent à l'État et à l'État avec des privés. Maintenant, je voudrais vous dire de manière brute, toutes les routes sont payantes. Elles sont payées dans la structure du prix des produits pétroliers. Près de 40% de la structure de prix des produits pétroliers en Europe et dans les pays occidentaux, c'est de la fiscalité que l'on appelle road for road. Ça veut dire en fait, c'est de la fiscalité captée sur la mobilité pour la mobilité. Et on améliore les infrastructures de mobilité pour être en mesure d'améliorer la compétitivité de l'État. Maintenant, je reviens aux écoles. Je vous disais tout à l'heure que des écoles universitaires comme Harvard coûtent très cher. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des taxes qui sont payées par des universités et ça rentre dans les caisses de l'État. Mais je mets ça de côté. Je voudrais simplement vous dire une chose, que les universités, on y injecte de l'argent pour être en mesure de produire des gens de qualité qui auront gagné des salaires beaucoup plus élevés, qui paieront des taxes beaucoup plus élevées.
Est-ce que c'est clair? Et je voudrais vous dire qu'on injecte beaucoup d'argent dans la prévention, dans la santé, pour que les gens restent en bonne santé et qu'ils travaillent. Et plus ils travaillent et s'ils sont intelligents, ils génèrent plus d'argent. Et donc, l'État peut capter plus de taxes. Et donc, la réflexion derrière, c'est la compétitivité. Alors, il est un peu illusoire de penser qu'on peut être un pays compétitif si on laisse 70% de notre population dans le milieu rural avec un degré de compétitivité faible. Et donc, à un moment donné, ce n'est même pas de la mathématique, ce n'est pas de la statistique, c'est de l'arithmétique. Il est important que l'on se rende compte que nous devons être en mesure d'injecter suffisamment d'argent pour que le peuple, de manière générale, soit en bonne santé, qu'il soit formé, qu'il soit compétitif, qu'il génère de l'argent pour l'État et que celui-ci ait les moyens d'intervenir sur les axes de solidarité tels que j'en parlais tout à l'heure. Sinon, les gens vont dire que c'est un État incompétent. C'est pour ça que dans ce pays, parfois on dit l'État a zaté. Parce qu'on a l'impression que l'État n'intervient pas du tout parce qu'il n'a pas les capacités d'intervenir. L'État est l'entrepreneur qui assure l'inclusion et que les opportunités sont équitablement reparties. Ça s'explique comment? Oui. Vous savez, si vous regardez toutes les banques, elles sont à la Gombe en premier. Elles s'installent ici parce que c'est la zone d'affaires, c'est là-bas où circule l'argent et c'est ici que l'on prend de l'argent. Quand vous regardez les télécoms, elles commencent par les mêmes villes. Et même quand il y a un nouveau qui arrive, ils commencent par les mêmes endroits. Après, ils vont dans une seconde zone, mais il reste une grande partie de notre population qui n'est pas touchée parce qu'on pense que cette population n'a pas les moyens de payer. Pourtant, l'État congolais a la capacité de capter une partie d'argent qu'on appelle le fonds de solidarité numérique, qui peut être redéployé là où on pense qu'il n'y a pas une possibilité de pouvoir payer au prix coûtant commercial. Et cet État entrepreneur, ça devient un État entrepreneur social, qui va réveiller une économie qui n'existe pas encore. Mais plus on la réveille, plus elle va se réveiller, plus elle va devenir viable et rentable, et plus tard, les privés pourront être en mesure de la capter. Ce que je voudrais dire, c'est que nous devons être en mesure de mettre tout le monde au travail. Et cela peut avoir un coût. Le seul entrepreneur qui peut payer ce coût, c'est l'État. Et c'est pour ça qu'il a des outils pour être en mesure de faire des prélèvements, pour être en mesure de renvoyer dans ce qu'on appelle les éléments de solidarité. Et il y en a un, pour ce qui est télécom, ça fait partie de la charte et du cahier des charges des entreprises de télécom. Il y a de l'argent qui est mis de côté. Il y en a dans le secteur minier, on appelle ça le fonds de solidarité et pour les générations futures. Et il y en a un dans le secteur du pétrole. Et on peut en créer autant que l'on veut si on désire avoir la capacité de renvoyer de l'argent dans les milieux ruraux. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, l'État emprunte de l'argent et le dépense dans les milieux urbains. Mais quand il faut payer, tout le monde paye, y compris en commençant par les citoyens qui vivent dans les milieux ruraux, et c'est inacceptable. Et pour quelle raison l'État ne prendrait pas une partie de cet argent pour être en mesure de l'injecter là où la compétitivité est encore faible, là où il n'y a pas d'infrastructure, là où il n'y a pas d'éléments de solidarité, d'éléments de compétitivité? L'État a créé des institutions comme l'ANSER, qui est chargé de pouvoir développer l'électrification rurale. À mon avis, l'ANSER devrait être sensiblement financé pour que nous soyons en mesure d'avoir l'énergie partout. Sans énergie, il n'est pas possible d'engendrer une économie qui se développe à grande vitesse. Et donc, au lieu de penser que ANSER devrait être en mesure de faire des points d'éclairage, ANSER devrait être en mesure de faire des points de transformation industrielle. Et là-dessus, l'État a la possibilité, les moyens de pouvoir coordonner les différents outils qu'il a pour être en mesure de rendre tout cela possible. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'État est un entrepreneur de l'inclusion et de la solidarité. Vous dites que l'État est un entrepreneur par définition. Le code minier le consacre associé et même bien d'autres domaines. Comment vous expliquez ça en termes plus simples, plus clairs pour nos téléspectateurs? C'est dans notre loi, quand vous créez votre société, parce que l'État vous a donné les titres miniers, vous avez l'obligation d'avoir l'État à 10%. C'est dans le code minier. Alors moi je me pose la question de savoir comment vous voulez avoir un État qui est coactionnaire avec les privés, et après lui dire non, l'État ne doit pas s'occuper du business. Mais il est déjà actionnaire dans le secteur minier. Il est actionnaire de droit dans le secteur pétrolier. Il est actionnaire des droits dans certains autres secteurs à licence, en l'occurrence les télécommunications. Alors je me pose la question de savoir si c'est vraiment honnête
de à la fois avoir l'État comme actionnaire, ça veut dire entrepreneur, et lui dire non, 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 vous n'allez pas faire du business, il faut laisser ça au privé. C'est malhonnête. Et je crois simplement que beaucoup de gens lisent des vieux livres et il faudrait qu'ils arrêtent de lire les vieux livres et qu'ils commencent à réfléchir. Beaucoup de gens lisent les vieux livres, il faudrait qu'ils arrêtent de lire les vieux livres et ils commencent à réfléchir. Merci beaucoup, coach. C'est la fin de ce numéro de Legacy Talk du 4 novembre. On vous retrouve très très bientôt pour un autre numéro. Ça sera toujours un plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme. Merci. Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec fierté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions de taille. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.